Bonjour Alain Soral, ici Laurent Broyard pour International Reporters. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à nos questions. Bonjour à toi. Nous sommes à Moscou, d'ailleurs, pour information. Alors Alain, pour commencer un peu dans le dur, 1969, Georges Pompidou, 2025, Macron, quel est votre avis sur le cheminement de la France entre ces deux dates ? C'est surtout depuis l'élection de De Gaulle qu'on voit qu'il y a une lente descente aux enfers. La France est en train de disparaître d'une certaine manière. Et même si moi je viens de ce qu'on appelle la gauche, avec le recul, on peut vraiment être très triste de ce qui est devenu la France après l'élection de De Gaulle progressivement, même s'il y a eu un petit sursaut sous Chirac. Et aujourd'hui, on est avec Macron la risée du monde. Et forcément, on se dit que ça va mal finir et que d'une certaine manière, il faudrait que ça finisse pour qu'on puisse rebondir après. Mais je dirais, être français aujourd'hui, c'est un sujet de consternation et de honte. Alors, une deuxième question, justement, on parlait du cas Macron. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Macron? Pourquoi d'ailleurs a-t-il été choisi comme président? Parce que, de mon avis, je pense que c'est peut-être le vôtre, il a été choisi, il n'a pas été réellement élu. Moi, je dis depuis longtemps déjà, puisque à l'époque, on avait des renseignements assez précis qui venaient des renseignements généraux par faits et documents. Et la première fois qu'il a été élu, en réalité, il était 4e du premier tour. 4e. Et donc, en fait, c'est un type qui nous a été imposé. Et j'ai l'impression, avec le recul, il a été mis en place pour passer d'une certaine manière du parasitisme au pillage de la France. On dirait qu'il y a une espèce de volonté terminale d'en finir avec ce pays. Et on voit bien à quoi il a servi d'ailleurs comme associé gérant de Rothschild. On a le scandale Alstom, mais on en a d'autres. On voit bien qu'il est en train d'accélérer la destruction économique de la France, sans parler derrière aussi du coût social. Et là, il y a une espèce de consensus d'ailleurs qui va même jusqu'à Alain Minc, qui était quand même son promoteur au départ, pour dire que c'est le pire président qu'on ait jamais eu. Et il y a une dimension psychopathique, néronienne. Je rappelle que c'est nous qui avions sorti à l'époque une analyse d'un psychologue italien pour dire que ce type était un psychopathe. C'est nous qui l'avions sorti à l'époque, avec des amis romains. Et après, c'est un consensus général pour dire que nous avons à la tête du pays depuis 2 mandatures un néronien, quoi, quelqu'un qui est un enfant. Hein, c'est le prince dont la ville est un enfant. Hein, ça nous renvoie à une pièce de théâtre assez connue, et qui surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on sent qu'il a envie de rester, en plus, au-delà même de ce qui est prévu par la Constitution, c'est-à-dire que on a l'impression que comme un enfant qui est très heureux de son jouet, c'est-à-dire de l'Élysée, il n'envisage pas de partir, et que peut-être que tout ce qu'il fait en ce moment est dans le but d'essayer de rester, bien qu'il ne puisse plus se représenter. On pourra épiloguer sur cette idée. Bien sûr, mais on pourrait penser qu'il y aurait un homme de paille après lui, et ensuite de nouveau sa candidature. Oui, alors le problème de l'homme de paille, c'est à part Philippe, là, le maire du Havre, je vois pas très bien qui y aurait d'autres, parce que là, on voit bien avec l'échec du gouvernement Lecornu, qu'il y a beaucoup de types qui ne veulent plus rentrer dans son gouvernement, dans un gouvernement qui serait un gouvernement macronien, parce que les types se disent que s'ils y vont, ça risque de mettre en danger leur avenir politique. On voit bien que aujourd'hui, les types se positionnent sur l'après, et c'est ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que De Gaulle avait créé la Ve République pour essayer que la France soit gouvernable, avec une dimension d'ailleurs un peu monarchique qui se retourne contre le projet aujourd'hui, puisque c'est le problème, c'est que la France non seulement n'est pas gouvernable, mais on est une sorte de monarque, avec beaucoup de pouvoir. Je rappelle que le président français a plus de pouvoir constitutionnellement que le président américain, ou turc, ou même russe d'ailleurs. Enfin, oui, c'est un régime présidentiel. Oui, c'est vraiment un pouvoir étendu. Et on est retombé d'une certaine manière dans la 4e République, et avec en plus au sommet un monarque, c'est-à-dire qu'on a
régime des partis, régime des juges et un monarque au-dessus. C'est-à-dire que quelque chose qui est bien pire que la pire période des pouvoirs italiens qui nous faisaient ricaner dans les années 70-80. On est devenu, on est en fait la risée du monde. Alors ce qui est assez marrant, c'est assez intéressant ce que vous dites, c'est que par rapport justement à cette idée, les Américains étaient très inquiets de Gaulle. Et c'est ce qu'ils lui reprochaient. Enfin, en tout cas, ils avaient peur qu'il y ait un aspect monarchique de Gaulle. Cet aspect-là était redouté par les Américains. Oui, mais De Gaulle était quand même, on peut lui reprocher des choses, un patriote, un type qui avait une très grande idée de la France, et qui était quand même si c'est pas un grand général, parce que les engueulades qu'on a avec De Gaulle, c'est toujours sur le fait que c'est pas un grand militaire. C'est pas un grand militaire, mais c'est un grand politique. Il a réussi, je dirais, au poker avec une paire de deux, à nous maintenir à la table 20 ans de plus. Et la vraie tristesse, quand je réfléchis aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui a manqué à De Gaulle, par exemple, par rapport à Poutine, c'est qu'il s'est fait évincer de 45 à 58, et qu'en fait, il est revenu en 58 pour faire un travail à une époque où la jeunesse ne pouvait pas comprendre ce qu'il représentait, puisqu'on était déjà dans l'époque Bob Dylan. Et ce décalage, qui est dû en fait à ces 12 ans où il a été évincé, fait qu'il n'a pas pu être, d'une certaine manière, le Poutine français. Il aurait fallu qu'il soit de 45 à 70 au pouvoir. Il faut cette durée-là pour vraiment pouvoir accomplir un projet. Et le projet, il avait la lecture très fine et très intelligente de ce que la France pouvait encore faire compte tenu de la situation du monde. Il a toujours été l'homme, contrairement à ce qu'on croit, l'homme de l'URSS pour emmerder les Anglais et les Américains, quand on comprend bien. Il avait compris que cette position très intelligente, qui a été très mal comprise d'ailleurs par l'extrême droite française, il était l'atlantiste, il faisait chier les atlantistes, et aidé en sous-main par l'URSS, et même, à l'époque, par le Parti communiste français, qui obéissait quand même relativement à l'URSS. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'URSS et le Parti communiste français qui l'ont sauvé en 68. Si on se rappelle de pourquoi le général Massu, à l'époque, était allé à Baden-Baden. Je précise d'ailleurs que dans mon dernier livre, qui s'appelle Plus contumeur, qui est un recueil de textes, j'ai un texte très précis sur pourquoi De Gaulle est allé à Baden-Baden voir Massu. En fait, il a appelé les Russes au secours, parce qu'il avait compris que c'est les Américains qui étaient en train de le putcher dans une révolution colorée, qui est la première révolution colorée de l'époque moderne. La première de l'époque classique étant la Révolution française, à mon avis. Et en fait, avec le recul, c'est très triste que De Gaulle n'ait pas pu faire comprendre à une jeunesse qui ne pouvait pas comprendre ce qu'il était en train de faire pour essayer de maintenir la France à un haut niveau, que depuis, on n'a fait que dégringoler. Et ce qui est très triste, c'est l'ironie du sort, c'est qu'en fait, la jeunesse qui a chassé De Gaulle en 68, son slogan, c'était US Go Home. Ils étaient censés défendre les Vietnamiens contre le pouvoir américain. Et je rappelle, petite anecdote importante, c'est que quand Daniel Cohn-Bendit est parti à Cuba après mai 68, rencontrer Castro, et qu'il a dit à Castro, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et Castro a dit, si vous voulez aider, soutenez De Gaulle. C'est notre meilleur allié contre le camp atlantiste. Et Cohn-Bendit s'est dépêché d'oublier ça, et il est parti découvrir les plages californiennes. Et tout ça est une histoire qui doit être connue par les gens qui prétendent penser la politique, notamment française et internationale, parce que c'est tout ce non-dit, ce non-su et ces paradoxes qui permettent de comprendre la situation actuelle. Mitterrand, d'ailleurs, l'avait dit aussi à la fin de son deuxième septennat, c'était encore un septennat, que les Américains étaient en fait les plus durs avec nous et finalement nos pires ennemis. Et ça, je le rappelle, en fait, sur la longue histoire, notre pire ennemi est la perfide Albion, qui est bien plus dangereuse que l'Allemagne, d'une certaine manière, qui est plus visible, et qui a été dangereuse à une période en fait assez courte et assez récente. On est sur un chemin de soumission, ça c'est évident, mais même d'une certaine manière de disparition, enfin, de ce que c'est que la France comme essence. Elle est aujourd'hui détruite par les élites françaises en place. C'est ça le plus tragique. On est dans une période de haute trahison. Alors vous parliez de 4e République, d'instabilité politique. On a eu donc 45 gouvernements depuis 1958 et 9 sous Macron. On est dans la situation que vous connaissez, avec cette espèce de pantalonnade avec le cornu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et pourquoi cette crise maintenant là, sous Macron? Et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Alors, en fait, la France fonctionnait avant sur une opposition gauche-droite qui au départ avait un sens, c'est-à-dire des gens qui étaient la bourgeoisie patronale d'une certaine manière, de l'autre côté la classe ouvrière qui était sur une vision finalement assez marxiste, et progressivement
Le virage, un premier virage chez Mitterrand en 83, qui passe de la gauche sociale à la gauche sociétale, c'est-à-dire trahison de la gauche sociale par la gauche sociétale, où on se met à parler des femmes, des jeunes, des gays, hein, et que petit à petit, il y a une indifférenciation de ces deux catégories gauche-droite, avec progressivement un pouvoir au centre. Au début, ça s'appelle la cohabitation entre Mitterrand et Chirac. On voit que ça se met un peu dans la douleur au début. Et puis Macron, c'est le règne du en même temps, c'est-à-dire que c'est réellement un pouvoir, on va dire, central et centriste, hein, avec deux flotteurs qui lui permettent de se maintenir alors qu'il est ultra-minoritaire, qui est le RN et LFI. C'est-à-dire que finalement, malgré eux ou pas, Marine et Mélenchon sont la condition de maintien au pouvoir d'un président ultra-minoritaire dont la politique est une politique de destruction de la France, c'est-à-dire de pillage, hein, qui va nous amener à la fin, au défaut de paiement, à la mise sous tutelle du FMI, avec un avenir à la grecque, c'est-à-dire une accélération encore de la liquidation ce qu'on peut appeler les bijoux de la couronne. Notre avenir, c'est la Grèce, c'est évident. Et avec en plus, derrière, on pourra en parler, un contexte de guerre assez puissant. Et ça, d'ailleurs, il faudra essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que... On va y venir. Alors, une dernière question qui concerne un peu la France. Qu'est-ce que vous inspire la trilogie Union européenne, OTAN et Euro? Alors aujourd'hui, la donnée nouvelle, c'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de Trump, on a un type qui veut se désengager de la stratégie, on va dire, néoconservatrice, mais qui veut finalement la faire assumer strictement par l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump dit en gros, ce n'est plus à nous d'être les gendarmes de cette partie du monde, c'est à l'Europe de prendre le relais. Donc non seulement vous devez payer, mais en plus payer en nous achetant nos armes. C'est-à-dire que d'un point de vue du président américain, c'est champion. Hein, il est forcément populaire à ce niveau-là, parce que c'est faire le boulot à l'Europe, et en plus en achetant des armes américaines. C'est-à-dire que on est totalement, je dirais, baisé dans cette affaire, et on voit bien d'ailleurs que tout ça est bien symbolisé par la soumission totale de Van der Leyen dans les négociations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, sa fonction, c'est de payer pour ralentir le déclassement des États-Unis par rapport à l'alliance russo-chinoise, sur le plan économique comme sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, avec l'Union européenne, un vassal des États-Unis sacrifié. C'est-à-dire qu'on n'est même plus un vassal fonctionnel, on est un vassal sacrifié, puisque l'Amérique n'ayant plus les moyens de lutter contre la Chine d'un point de vue économique, pour, je dirais, retarder son déclassement et l'amortir, elle le fait assumer par l'Union européenne. Et le coût le plus cher étant pour l'Allemagne et la France. Après, la situation italienne étant un peu différente, parce que comme c'est plus un pays de PME, ils arrivent à s'en sortir un peu mieux. Mais nous, l'Allemagne et la France se le prennent très violemment dans la gueule. Et nous, d'autant plus qu'on est déjà dans une phase de désindustrialisation depuis 1983, en réalité, progressivement. Et on est dans une situation de fragilité, de soumission, de trahison, qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. Je sais pas même où trouver un précédent. On est en voie de disparition d'une certaine manière. Et l'idée d'ailleurs que, pour un patriote comme moi, c'est soit on va disparaître, soit il y aura un sursaut, parce que la France ne peut pas disparaître. C'est presque l'idée qu'on en appelle à Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il se passe quelque chose. Il va falloir qu'il se passe quelque chose de radical, de révolutionnaire. La France est le pays des révolutions quand même, hein, pour que nous nous en sortions. Sinon, ça me fait penser, on va finir comme l'Autriche. Vous savez, l'Autriche qui a été quand même un empire très puissant, et aujourd'hui, qui va à Vienne, qui se souvient de ce qu'est l'Autriche, on peut finir exactement comme l'Autriche dans les 30 prochaines années, s'il n'y a pas un sursaut violent. Alors, vous avez déjà répondu à pas mal de questions sur les suivantes, donc on va passer sur le plan international, et justement sur ce qui s'est passé autour de la Palestine. Quel est votre avis sur cette reconnaissance extrêmement tardive de la Palestine par la France? Je crois que c'est le 173e pays, je crois, de mémoire, à le reconnaître. L'Algérie étant le premier pays en 1988. Pourquoi Macron, d'un coup, un coup de génie, entre guillemets, et va à l'ONU pour reconnaître la Palestine? On peut pas lui reprocher, ça c'est quand même quelque chose qu'il a fait d'à peu près correct, même si c'est purement symbolique, hein, puisqu'on reconnaît un pays qui n'a pas de frontières, pas d'armée. Donc c'est un message symbolique qui a d'ailleurs horripilé les sionistes français, alors que c'était vraiment pas grand-chose, pour dire que vraiment ces gens-là veulent tout, ils ne veulent rien concéder.
Je pense que c'est aussi un peu l'idée qu'il faut un peu écouter la rue et que Macron, ne pouvant jouer sur rien d'autre que du prestige symbolique, c'était un acte symbolique qui ne coûte rien et qui le repositionnait un petit peu, je dirais, au centre, puisque en fait c'est le principe chez lui du en même temps, hein, c'est-à-dire de plaire un peu. Il faut pas oublier que la France est un pays latin et catholique profondément, avec une sensibilité qui est sociale et une sensibilité qui est très humaniste, et qu'en réalité si on passe au-delà de la manipulation médiatique, parce que les médias sont tenus par les gens qui les tiennent et qui ont la puissance d'argent pour les tenir, donc on a une espèce de vision déformée qui s'appelle l'Empire Bolloré par exemple. En réalité, les Français fondamentalement sont scandalisés par ce qui se passe en Palestine, ce massacre de femmes et d'enfants, et que de ce point de vue-là, Macron fait un peu comme les potentats du monde arabe. Il faut tenir compte un peu de la rue par une mesure symbolique qui est relativement respectable. On va pas, quand il y a tellement peu de choses respectables chez lui, mais en même temps qui ne donne rien. C'est ce qu'on appelle du pur symbole. Et je rappelle que le symbole, c'est pour éviter de faire des choses dans le concret. Hein. Il faut bien comprendre. C'est comme le symbole de l'abolition de la peine de mort. Vous voyez, c'est vraiment, on est toujours dans la fausse politique du symbole. Et ça aussi, il y a une incompréhension. Il y a toute une catégorie d'intellectuels qui sont en fait des clercs, c'est-à-dire des gens au service du pouvoir, qui depuis des années, ça a commencé avec Badinter et l'abolition de la peine de mort, te mettent en avant l'importance et la beauté des symboles politiques. En réalité, le symbole politique est toujours là pour cacher qu'on ne fait rien dans le concret. Hein. Mitterrand a aboli la peine de mort parce que c'était une mesure symbolique de gauche, pour préparer la trahison totale de la gauche sociale. Hein. C'était ça l'idée. Et là, on est pareil, on est dans du symbolique, pour cacher qu'en réalité on ne fait rien, c'est-à-dire que on est un des pays sans doute les plus soumis à Israël. Il y a un écho avec la manière dont Chirac était capable de temps en temps d'avoir une action un peu virile à l'époque quand il allait, notamment quand il se rendait en Palestine occupée et qu'il s'agaçait un peu. Il était très populaire Chirac pour ce genre d'acte, mais au moins lui il y allait physiquement et on pouvait penser qu'il y avait peut-être une sincérité dans le fait d'être agacé. Mais chez Macron, n'oublions pas que Macron est un type, comme beaucoup de chefs d'État cooptés par les Young Global Leaders, c'est-à-dire qui sont des Jamaïcains, qui sont passés par l'atelier théâtre. C'est très important, ça a commencé par Tony Blair. C'est-à-dire que ce sont des acteurs. Donc il a effectivement joué quelque chose qui fait joli, quoi. Mais au-delà de ça, il faut, quand on est dans le sérieux, des catégories importantes de Kluskar, le frivole et le sérieux, on est sorti du sérieux de la politique et à des moments sur le plan frivole il y a des petites choses qui ont un peu de charme. Voilà, on peut juste se dire ça. Ce qui est assez marrant, c'est que Zelensky est aussi un acteur. Et parlons justement un peu d'Ukraine. La politique de Macron par rapport justement à la guerre en Ukraine, il a été quand même très très loin dans ses déclarations. Il a parlé quand même de ce bouclier. Avant, il a parlé de troupes au sol. Ça fait beaucoup rire, etc. Il a fourni pas mal d'armes, beaucoup de finances. D'ailleurs, on ne sait pas combien. Quel est votre avis sur cette politique très agressive envers la Russie et pourquoi la France, pourquoi Macron soutient l'Ukraine et toute cette élite européiste? Alors je pense qu'il y a deux analyses. Macron, il a eu il y a quelques années le prix Charlemagne. Et lui, comme il ne peut pas se présenter une troisième fois à l'élection, il aimerait qu'à la faveur d'une crise de type guerrière, il puisse passer de président, je dirais, de la France à président de l'Europe, parce qu'une menace de guerre avec la Russie obligerait à changer la Constitution européenne et la Constitution française pour faire en fait une sorte d'États-Unis européens avec un chef qui serait un chef militaire et un chef politique. Et lui, dans son côté un peu psychopathe et délirant, a sans doute cette idée que pour se maintenir au pouvoir et même monter encore en grade, ça serait prendre la place de Van der Leyen avec une nouvelle constitution européenne qui serait justifiée par la menace russe sur l'Europe. C'est un peu ça son discours. Ça, c'est la première explication possible. Il y a aussi d'ailleurs l'explication de l'article 16, c'est-à-dire que si à un moment donné on rentre en guerre contre la Russie, on peut être dans une période de drôle de guerre, on l'a déjà vécu, mais l'article 16 lui permet de gouverner comme un monarque. Donc de devenir le Zelensky français. Je rappelle que Zelensky est toujours à la tête de l'État ukrainien, alors que électoralement,
il ne l'est plus. D'ailleurs, de temps en temps, comment il s'appelle, Trump rappelle que Zelensky est président si on veut bien. Mais en réalité, ça dépend comment on lit la Constitution. Et il y a aussi, chez Macron, il y a ces deux choses. L'article 16, président de l'Europe qui a reçu le prix Charlemagne pour unifier cette Union européenne et en faire une entité encore montée d'un cran dans son unification. Et puis il y a aussi l'idée que c'est de la communication, en fait on pense que c'est de la politique étrangère, et en fait c'est de la politique intérieure aussi, parce que ça justifie quoi? De couper des budgets sociaux encore plus, parce qu'il faut réarmer. Donc il y a aussi en fait politique de la peur. Oui, la gestion de la peur, la justification de destruction encore accélérée des budgets sociaux, parce qu'il faut rentrer en économie de guerre. Alors qu'en réalité, ce qui est certain, si on fait une analyse sérieuse, c'est que nous n'avons ni l'argent, ni les effectifs, ni la capacité de production pour se hisser au niveau de ce qu'il faudrait pour pouvoir prétendre commencer à y penser. Et ça, les Russes le savent, donc c'est pour ça que je pense que ça les fait ricaner. Et en plus que je pense que quand Macron dit ça, ou alors il est totalement psychopathe, ou alors c'est un acteur, parce que si moi, demain, j'étais le chef d'un État qui n'est pas prêt à la guerre, parce que on a du retard, la dernière chose que je ferais, c'est je dirais à ceux qui sont déjà prêts, nous allons nous organiser pour vous attaquer, parce que à ce moment-là, Poutine directement nous donne une fessée, parce qu'il vaut mieux la donner maintenant que quand ça coûterait plus cher. Donc en réalité, il n'y a pas de sérieux dans tout ça. Il n'y aurait pas un effet un peu Napoléon III? On se souvient de ce moment où justement la France n'était pas prête. On a conseillé à Napoléon III de rentrer en guerre contre la Prusse à l'époque, parce qu'il y avait des troubles sociaux qui devenaient difficilement gérables, et que dans l'idée que se faisait le Second Empire de lui-même, qui était une période très faste d'un point de vue capitaliste en réalité, hein, c'était une période d'enrichissement, mais où on était encore sur une vision politico-militaire qui avait occulté Bismarck et Clausewitz. Et effectivement, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on se prenne une pâtée à ce point-là, puisque je rappelle que l'empereur a trouvé le moyen de se mettre à la tête des troupes françaises, qui était un truc qui se faisait peut-être sous les rois de France, et qui s'est fait quand même capturer. D'ailleurs assez tragique, parce qu'il s'est bien comporté physiquement, alors qu'il était vieillissant et malade. Il fallait qu'il reste à cheval. Et en fait, on avait autant sous Napoléon, on avait une guerre d'avance. Sous Napoléon Ier, on avait une guerre d'avance sur toute l'Europe. Sur Napoléon III, et c'est quand même que 1870, 1815, c'est 50 ans après, on est passé d'une guerre d'avance à une guerre de retard. Parce qu'en fait, je rappelle que c'est un peu une période d'années folles, et que il m'est resté l'exemple le plus incroyable de cette époque. On l'oublie d'ailleurs tellement c'est délirant. C'est l'empereur Maximilien quand on a eu comme projet impérial d'aller conquérir le Mexique. Avec un empereur qui a mal fini, le pauvre, et qui fait qu'on est d'ailleurs ridiculisé dans le film qui s'appelle Veracruz, tu sais, ce très beau film américain avec Gary Cooper et Burt Lancaster. C'est là qu'on se rappelle quand même qu'on n'a rien trouvé de mieux à l'époque. On est entre 1850 et 1870, hein, j'ai pas préparé, d'aller envahir le Mexique pour en faire une colonie de l'empire français, avec un empereur Maximilien qui est un de la famille de Napoléon III, et que ça a été une catastrophe incroyable, ça a dû coûter très cher en plus. Et donc effectivement avec Macron, on a peut-être ce petit côté un peu ridicule, quoi. Effectivement on peut se rappeler qu'on a eu des périodes un peu similaires. Ouais. Effectivement, la fin du Second Empire, la fin du Second Empire, empire. Puisqu'on parle de fin, parlons un peu de la Franc-Afrique. C'est la fin aussi de la France-Afrique. Bon, on a trouvé le moyen de se faire virer, de détruire en quelques années tout ce que De Gaulle avait très intelligemment construit avec la décolonisation. Puisque je rappelle, la décolonisation de De Gaulle, c'est se débarrasser de l'empire, au sens du coût, continuité administrative, etc., et de ne garder que le business. C'était très intelligemment fait. C'est d'ailleurs dans les accords d'Évian qu'on n'a jamais vu, ça s'est fait aussi avec l'Algérie, et c'est le mensonge franco-algérien, c'est qu'en réalité, il y a un partage de l'argent et un partage du pouvoir économique encore aujourd'hui relativement entre les élites françaises et les élites algériennes, tout ça occulté par un roman national algérien très, très agressif. Et en réalité, là, ce qu'on voit sous Macron, c'est que Macron nous a fait virer partout d'Afrique, alors que la France-Afrique était quand même quelque chose qui agace sans doute les
les indépendantistes africains et les gens qui ont une fierté nationale en Afrique, et qui était un coup très intelligent de Gaulle de décoloniser tout en gardant tout ce qui était rentable dans la colonisation, c'est-à-dire une colonisation à l'américaine d'une certaine manière, c'est-à-dire le business. Et ça, c'est Macron a détruit tout ça en moins de 10 ans, quoi. On est remplacé là-bas par les Russes, par les Chinois, par les Israéliens, faut pas oublier, les Canadiens, et on est c'est la fin. Macron est un liquidateur de la France sur tous ces aspects. Hein. Il reste quelques positions un peu fortes comme le Gabon et le Cameroun. Oui, mais voilà, évidemment, il reste toujours un petit quelque chose. Mais comment remonter la pente derrière? Je veux dire, ça me paraît presque irréversible, parce que en plus il y a on était, je rappelle, sous De Gaulle, la 4e ou 5e puissance du monde, ce qui était quand même énorme. Aujourd'hui, avec la montée de l'Inde, avec la montée de la Turquie, avec la montée du Brésil, qui sont des pays qui ont un potentiel objectif bien supérieur au nôtre en territoire, en population et en richesse, la France est coincée dans ce qu'on appelle le précaré et a vocation à décliner. Je crois qu'on est déjà au 10e rang mondial. Hein, on va dégringoler jusqu'au 20e dans les 20 prochaines années, parce qu'à la limite c'est pratiquement écrit. De toute façon, c'est l'histoire de l'Europe, quoi. Hein. On a été le centre du monde jusqu'à quand? Jusqu'à 1945 en réalité, puisque la dernière fois que l'Empire anglais a été dominant. Et puis depuis, je vous dis, De Gaulle a réussi à nous maintenir à un haut niveau par du génie politique, de la volonté économique, quelque chose de très poutinien d'ailleurs. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très gaulliste chez Poutine et quelque chose de très poutinien chez De Gaulle. Bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, De Gaulle n'a pas eu le temps, parce qu'il a été évincé par la 4e République, hein, comme par hasard, dès 45, n'oublions pas, jusqu'en 58, et on l'a rappelé pour gérer la crise algérienne, hein, je le rappelle, hein, parce qu'il y avait, ça l'a mis en danger de mort. Hein, faut pas oublier que comment dirais-je, Mendès France a préféré dire tiens, on rappelle le général pour ça, parce que l'Indochine c'était raisonnable à gérer, parce qu'on était avec des gens raisonnables, mais là c'est la liquidation de l'affaire algérienne était quelque chose où De Gaulle mettait sa peau sur la table. Hein, faut pas oublier l'OAS et tout. On peut d'ailleurs rappeler après, quand on a le partage anglo-français des accords Skype-Picot, que nous on prend les cailloux, eux ils prennent le pétrole, et quand Konrad Kilian, est-ce que tu connais l'épopée de Konrad Kilian, découvre en tant que géologue que nous pouvons devenir une puissance pétrolière grâce à la présence que nous avons en Algérie et au Maroc actuel. Le pouvoir français à l'époque, je rappelle que c'est la triplette Monet, les trois autres Schuman. Monet, Schuman, et le troisième c'est le basque là. Oui, je me souviens plus. Ouais, on s'en fout. C'est les deux premiers. De même, renonce au service des Anglo-Américains, renonce à être une puissance pétrolière, ce qui était la marque de la puissance à l'époque. Il fallait puissance énergétique. Et Konrad Kilian, qui s'est battu pour essayer d'imposer cette idée, à une époque où De Gaulle était évincé, donc on ne peut pas mettre ça à la charge de Gaulle, a fini étrangement suicidé, après avoir subi plusieurs attentats, après avoir refusé de vendre ses plans de géologue aux puissances pétrolières anglo-américaines. Il y a toute une épopée de la trahison de la France par les élites françaises eux-mêmes, Monet, Schuman, Cassin, qu'il faut revoir. Nous vivons en fait une trahison permanente de la Grande France depuis 1815 d'une certaine manière, avec des étapes d'aggravation. Et de ce point de vue-là, la parenthèse gaulliste 58-67 est une parenthèse enchantée. L'autre parenthèse enchantée dont on parle pas. Il y a la parenthèse enchantée de la jeunesse, pop 68arde, dont parlent les journalistes de l'époque. Et la parenthèse enchantée, c'est que De Gaulle a réussi à refaire de nous une puissance momentanée par une très grande intelligence géopolitique et stratégique, dont parle assez bien Paul-Marie Couteau d'ailleurs. Hein. Moi, c'est l'engueulade que j'ai souvent avec les types d'extrême droite qui sont très attachés aux militaires purs et qui disent De Gaulle a trahi l'Algérie française, De Gaulle était implanqué, il n'y a pas d'héroïsme militaire chez lui, il a été fait prisonnier en 14-18, dès 14, il s'est barré à Londres, mais l'air de rien, c'est un très grand politique. Et depuis, on ne fait que dégringoler, et je crois qu'avec Macron,
je ne vois pas comment on peut descendre plus bas que Macron. Je pense qu'après Macron, il devrait y se passer quelque chose de l'ordre, une phase de type révolutionnaire, à mon avis. J'ai encore deux questions. Une concerne justement ces déclarations. Alors, le président, enfin le chancelier allemand a clairement dit que la Russie était un ennemi. En tout cas, il a dit. Lui, c'est pas Schröder. Hein. Macron, bien sûr, est évidemment dans cette idée, même si les mots. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe autour de tout ça? Ces provocations souffle au pavillon en Pologne, ces drones au-dessus du Danemark, de la Suède, le paquebot là qui a été arraisonné par la France du Bénin avec des soi-disant dronistes russes. On est dans une période où des gens qui sont à la tête du pouvoir du monde capitaliste voient qu'on est face à une crise terminale dont parle assez bien Jovanovic, et qu'on sait très bien qu'en général, au moment où la crise n'est plus assumable par les maîtres du capital, la solution de la guerre arrive très très vite sur la table. Hein. Alors, vous pensez que c'est possible? Parce que tout à l'heure, vous expliquiez que la France n'avait pas les moyens de cette guerre. On n'avait pas les moyens non plus en 1939 de la gagner, et on l'a déclaré à l'Allemagne. Je rappelle que c'est nous qui avons déclaré la guerre à l'Allemagne pour respecter les accords de soutien à la Pologne et la Tchécoslovaquie. Non, la Tchécoslovaquie, on les avait abandonnés. Oui, alors juste la Pologne. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans les choix qu'ont fait les bourgeoisies européennes à l'époque, et si on comprend pas des arrière-plans dont on va pas parler maintenant, mais on est un peu dans la même situation, c'est que la France en 1939 déclare la guerre à l'Allemagne alors qu'on n'a aucun moyen de la gagner, parce que l'Allemagne a fait que réarmer et être dans une logique de guerre depuis des années, alors que nous on a fait tout le contraire. Rappelons la période du Front populaire, et que donc quand Macron prétend faire la guerre à la Russie, on sait déjà que si cette guerre avait lieu, on la perd immédiatement. Mais je crois qu'il y a toujours cette tentation pour un capital qui est quand même relativement au-dessus des nations et assez mondial, de renverser la table par la guerre quand il est dans une crise terminale qu'on peut appeler la crise du dollar, la crise qui sont la conséquence de ce qu'on appelle le mondialisme. Je rappelle que ce qui a solutionné la crise de 29 aux États-Unis, c'est pas le New Deal. C'est la Deuxième Guerre mondiale. On le sait aujourd'hui, objectivement. Et c'est pareil, normalement, je rappelle que le président américain, qui s'appelle, je crois, Roosevelt, si on ne dit pas de bêtises, s'est fait élire pour son 3e mandat en promettant que jamais la jeunesse américaine n'irait mourir en Europe dans la guerre. Il s'est fait élire sur le non-engagement de l'Amérique dans la guerre. On a eu la même arnaque pour l'entrée de l'Amérique en guerre à partir de 1916, je crois, bis repetita. Hein, on est sur des types qui se font élire sur une promesse qui trahissent immédiatement. Et aujourd'hui, on réécrit l'histoire comme si tous les Américains rêvaient de partir en guerre en Europe parce que les Françaises étaient accueillantes. Tu sais, cette espèce de réécriture faite par Hollywood. Est-ce qu'on ne peut pas penser en fait que c'est plutôt des déclarations de politique intérieure? Oui, ça, c'est ce que j'ai déjà dit souvent, que c'est en fait beaucoup de la politique intérieure. Et puis aussi un peu de délire mythomaniaque. Quand par exemple, un type comme Macron dit qu'on va mettre au service de l'Union européenne la dissuasion atomique française, c'est totalement délirant, parce que ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas fonctionnel. La dissuasion atomique française, c'est de dire si vous nous attaquez par nos sous-marins atomiques, puisqu'il n'y a que ça qui est fonctionnel, hein. Le plateau d'Albion, c'est fini depuis longtemps, on peut se venger derrière et vous faire très mal. Mais ce n'est absolument pas une puissance atomique offensive. Elle est purement défensive. Et en plus, elle est quand même. On a quelques sous-marins atomiques dont la moitié sont en rotation et en maintenance. Et on sait quels sont les lieux de commandement, parce qu'il faut envoyer des ordres à ces sous-marins. Et que si Poutine voulait à un moment donné être efficace, on a 4 lieux de commandement sur les zones côtières françaises. Si un missile hypersonique, si 4 missiles hypersoniques tombent sur ces lieux de commandement, ces sous-marins sont inattaquables mais livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il y aurait un capitaine, ou je ne sais pas quel est le grade, dans un sous-marin atomique qui prendrait lui-même la décision d'envoyer des bombes atomiques sur Saint-Pétersbourg et Moscou? C'est-à-dire que cette dissuasion atomique française est quand même aussi pas mal du théâtre aujourd'hui par rapport c'est ça. Elle n'est pas nulle. La puissance française encore, c'est qu'on fait partie, comment dirais-je, on a encore une chaise à cette assemblée qui s'appelle le nom c'est quoi là, où les membres permanents du Conseil de sécurité. On a encore notre chaise. Ah oui, bien sûr, à l'ONU. Oui, on fait partie des membres permanents du Conseil. Et ça, c'est grâce à De Gaulle. Hein. C'est le génie de De Gaulle, parce qu'on ne devrait pas y être. Hein. Mais et d'ailleurs, Macron qui
qui négocie tous les bijoux de la couronne, propose de dealer ce siège à l'Allemagne quelque part. On pourrait peut-être s'asseoir à deux dessus si on règle quelques questions sans doute économiques. Donc aujourd'hui, on est quand même dans cette idée de brader et d'utiliser de manière irridicule ce que De Gaulle avait créé de crédible pour la France. Parce que je rappelle que la grande volonté de De Gaulle dans les années 60, très tardivement, c'était qu'on ait la bombe atomique. Il s'est battu pour ça. Et il fallait être une puissance atomique pour être crédible au Conseil permanent de sécurité. Et à l'époque, c'était un club très fermé. Il y avait les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France, et à l'époque, je crois qu'on était 4 ou 5, pas plus. Pour la bombe atomique? Ouais, à avoir dans les années 60. Et c'était quand même, la France avait un certain nombre de cartes, à la fois prestigieuses de cette manière, la bombe atomique, son siège au Conseil permanent de sécurité, Paris, capitale mondiale culturelle quand même, très important ce prestige culturel, le Quai d'Orsay, une politique, une caste diplomatique d'un très haut niveau, très respecté, avec une immense culture de ce que c'était que le monde. Pour ajouter, on avait le premier réseau diplomatique au monde, devant les Américains, en monde d'Europe. Je suis content que tu le dises. Et on avait, n'oublie pas, le deuxième espace maritime mondial, on l'a toujours d'ailleurs, dont on tirait parti, grâce à nos confettis coloniaux qui nous restent. On est en train d'ailleurs, Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, on parle de la France-Afrique, Nouvelle-Calédonie, il est en train de liquider le Macron. On est passé du parasitisme au pillage pour la France. Alors est-ce qu'il a été mis en place pour ça parce que des gens qui ont une vision plus ou moins à terme se disent que la meilleure chose qu'on peut faire compte tenu de ce qui va se passer en France, une phase révolutionnaire, il faut se dépêcher de partir en piquant le maximum de trucs. Quel projet finalement, quel sera l'après-Macron? Est-ce que quelque part, par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, de dire cet avenir de la France, vous avez évoqué peut-être un réflexe révolutionnaire. Est-ce que quelque part, finalement, ils espèrent pas aussi nous vendre un État supranational qui serait l'Union européenne, dont vous avez parlé au début de l'interview? Je pense que toutes les options sont sur la table. La France est ingouvernable, ça c'est certain. On est dans une période, je dirais, de guerre civile molle, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi faire une vraie guerre civile avec un vainqueur à la fin, comme par exemple la guerre d'Espagne. Mais par contre, il y a des gens qui vont se maintenir au pouvoir aujourd'hui par, je dirais, un chaos mou. Klein a écrit Gouverner par le chaos, on est là-dedans. C'est pour ça que on a organisé l'immigration. Je rappelle qu'en France, on a organisé à la fois l'islamisation de la France et la diabolisation de l'islam. Les deux sont faits. Je rappelle que le Qatar, qui finance les frères musulmans, n'est pas proche de LFI en réalité. On est proche du grand capital français, c'est-à-dire qu'il y a un double jeu qui est joué pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité que le peuple français ait suffisamment de cohésion, je dirais, ethnico-religieuse, donc de cohésion spirituelle, pour se soulever comme un seul homme. Il faut qu'à un moment donné, la colère populaire française se traduise par un espèce de chaos horizontal de tous contre tous. C'est ce que décrit d'ailleurs Marx comme la phase terminale de la crise du capital, qu'il appelle la guerre civile généralisée, la guerre de tous contre tous. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent se maintenir au sommet que par ce chaos, on va dire généralisé et contrôlé, qui d'ailleurs qui est déjà engagé. Ça s'appelle les quartiers nord de Marseille, ça s'appelle la question des banlieues, ça s'appelle la question aussi de la délinquance ethnique, ça s'appelle la question de l'islamo-gauchisme, tout ça existe, à part que les solutions de Zemmour sont catastrophiques, mais tout ça existe. Et d'ailleurs, je rappelle que celui qui nous prévenait de ce genre de danger à l'époque, c'était De Gaulle, excuse-moi, c'était Le Pen. Puisque le dernier grand gaulliste que la France ait connu, étrangement, c'est le Pen deuxième période. C'est le dernier gaulliste, c'est le Pen de l'époque où j'ai rejoint le Front National. C'est assez dialectique, c'est assez hegelien. Il a commencé avec l'OAS comme anti-gaulliste radical, et finalement, c'est la dernière figure un peu gaulienne qui a eu la politique, si on regarde bien ce qu'il y avait en face de lui. Je rappelle qu'il a été, les Français se sont fait escroquer par Sarkozy. À l'époque, c'était avec Sarkozy, on aura Le Pen sans Le Pen, tu sais. Et ça n'a pas été tout à fait ça. Mais je veux dire, le côté couillon de l'électeur français, quand même, tu sais, on appelle ça le moujon, tu sais, moitié moujon, moitié pigeon. Quand on fait comme moi de la politique depuis des années, on est quand même consterné par la manière dont les peuples en démocratie peuvent se faire enfler facilement.
par le pouvoir mensonger des médias. Voilà, c'est ce que je disais à un moment donné comment il s'appelle, à Étienne Chouard. Moi, je veux bien que les gens écrivent la Constitution, mais d'abord, il faudrait leur faire des stages, je dirais presque de rééducation de ce que c'est que la réalité de la politique, parce que pour pouvoir décider en conscience de ce qu'on veut, il faut avoir conscience de la réalité. Or, aujourd'hui, les gens qui ont conscience de la réalité réelle, de la politique réelle, on va dire c'est les gens comme moi, ça demande 30 ans de travail. Si tu délègues cet apprentissage et tu délègues ta prise de conscience à ceux qui en ont la charge officiellement, les médias, les universitaires, etc., tu as beau être un honnête homme, toutes tes décisions politiques sont catastrophiques, parce que en fait, tu veux faire le bien, mais c'est comme si à un moment donné, on te donnait un appareil où on transforme ta vision, ton audition, tes sens. En réalité, tu ne comprends rien. Et c'est comme ça d'ailleurs que des gens ont pu se dire que Macron était la solution parce qu'il était jeune, que Zemmour représente le sursaut patriotique des Français, que Marine Le Pen finira un jour par être Evita Peron. Enfin, tu vois, on peut comme ça déconner à plein tube. Et c'est vrai que la réaction que ça peut susciter, et qui fait partie aussi, je dirais, de l'ingénierie sociale, c'est une réaction à l'assurant. Tu sais, tu te retires pour écrire Syllogisme de l'amertume 2 chez Gallimard, tu vois. Et à des moments, moi, j'ai la tentation, tu sais, du virage poétique, tu vois, parce que effectivement, la politique est tellement désespérante que tu peux à un moment donné tomber dans le fatalisme politique intégral qui n'est plus de la politique, hein, c'est de l'esthétique. Mais quelque part, moi, j'ai toujours cette idée que c'est presque une idée religieuse que la France ne peut pas disparaître. Tu sais, tu es obligé de s'accrocher à cette idée. La France ne peut pas disparaître. Elle a 1500 ans d'histoire, au moins, parce que on peut aussi remonter jusqu'à Vercingétorix. Hein, on a des grandes figures. Parce que nous, Vercingétorix, ça existait. C'est pas comme Charles Martel. Tu vois, Charles Martel, c'est le héros suisse, mais il n'existe pas. Tu vois, c'est compliqué la politique suisse. À quoi s'accrocher de glorieux, enfin, un autre sujet, parce que j'ai la double nationalité. Mais il faut vraiment aujourd'hui presque avoir une vision religieuse. C'est-à-dire la France ne peut pas disparaître. Alors là, on a d'ailleurs des types qui sont totalement dans cette vision-là. C'est genre Pierre Hillard. Il faut prier. Les mecs, je leur dis, il faut prier. Et alors, aide-toi, le ciel t'est droit. Moi, je pense que prier, pourquoi pas, ça peut faire du bien, mais c'est pas suffisant. C'est clair. Merci Alain Soral pour cette interview très vivante. J'espère que nos auditeurs vont apprécier. En tout cas, moi, j'ai apprécié cette conversation. J'espère qu'elle va déclencher aussi pas mal de réflexion parmi nos auditeurs. Merci à vous. Merci à toi de tes excellentes questions qui nous ont permis effectivement d'aller un peu loin dans la discussion, parce que c'est pour ça que moi j'accepte plus aucune interview depuis très longtemps de journalistes, tu sais, qui me proposent très hypocritement de me donner la parole, dont je sais qu'ils viennent du système, parce que eux, c'est pour te poser que des questions pièges, de savoir si t'es antisémite, toi, des trucs comme ça, si t'es nostalgique du Troisième Reich, et puis de t'empêcher de produire une analyse politique qui correspond quand même au sérieux du travail, tu vois, qui est quand même en général une sorte d'injure. C'est pour ça que ça me fait quand même plaisir que tu me donnes la possibilité de faire comprendre aux personnes qui écouteront. Évidemment, c'est pas le journal de la 2 ni les soirées thématiques Arte contrôlées par Bernard-Henri Lévy, au-delà de toute possibilité d'ailleurs, puisqu'il devrait être à la retraite depuis longtemps. C'est que là, ça me permet que les gens comprennent que je ne suis pas qu'un troublion, un dingue, un allumé, quoi. Et je t'en remercie. Merci à toi, Alain.